Je me présente rapidement, Anne-Sophie Olmos. Donc moi, je suis élue à la ville de Grenoble, en charge du contrôle de gestion et de la commande publique, dans la droite ligne de ces messieurs. Je suis coprésidente du groupe majoritaire. Et puis, donc du coup, je vous propose d'accueillir nos deux stars du jour, donc Raymond Avrier et Vincent Compara. Donc du coup, Vincent, militant à l'époque de Carignon, président de l'ADES, démocratie, écologie, solidarité, et spécialiste, on peut le dire, je crois, des questions budgétaires des finances locales. Est-ce que j'ai tout juste ? N'hésite pas. À peu près, oui. Tu peux rajouter des petites choses si j'oublie. Et puis Raymond Avrier, donc militant aussi à l'époque de Carignon, conseiller municipal de Grenoble aussi à cette époque-là, écolo alternatif, bien entendu, co-auteur avec Philippe Descamps de l'ouvrage Le système Carignon. Donc je suppose que vous le connaissez, mais je l'ai amené, le voici, le voilà. Et puis aujourd'hui, maire adjoint honoraire. Donc merci d'être ici. Juste pour introduire cette table ronde, il n'y a pas si longtemps, dans notre galaxie, notre territoire, notre métropole, se déroulait la bataille contre l'Empire carignon. Au cours de cette bataille de plus d'une décennie, les rebelles ont réussi à faire tomber l'ancien maire délinquant, doté d'un système assez puissant pour annihiler un territoire tout entier. Mais l'Empire carignon n'a pas rendu son dernier souffle et convoite aujourd'hui encore la prise du territoire grenoblois. Heureusement, quelques lanceurs d'alerte en leur temps sont prêts à témoigner et décrypter pour nous la vraie nature de la force du système Alain Carignon. Alors pour nous raconter ce premier épisode, nous accueillons donc deux acteurs de la révélation du système de corruption mis en place par le maire délinquant à Grenoble de 1983 à 1995. Nous allons avoir 1 heure de présentation et puis on finira par 30 minutes à peu près de questions-réponses suivant le temps qu'il nous restera. Et du coup, on attaque tout de suite avec une première question pour Raymond. Donc, Alain Carignon et ses associés présentent depuis quelques mois, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, une cinquantaine de réalisations estampillées Alain Carignon. Est-ce que tu peux nous dire, Raymond, s'il te plaît, ce qu'il en est vraiment de toutes ces fameuses réalisations ? Bonjour. Nous sommes pour la réinsertion des délinquants. Sérieusement, c'est-à-dire que nous ne pensons pas, et nous n'avons jamais pensé, que la prison est utile à ce niveau-là. Par contre, lorsque de l'argent a été détourné, il est bon que les personnes soient amenées à reverser cet argent dans la caisse commune. Mais si nous sommes pour la réinsertion des délinquants, nous ne sommes pas pour qu'ils soient réinsérés parmi leurs victimes. Et comme on va le voir, le système corruptif, le système de corruption qui a été mis en place à Grenoble pendant des années est un système de corruption qui continue à produire ses effets aujourd'hui, en particulier au niveau des finances de la collectivité, c'est-à-dire de notre argent public. Alors, le corrompu qui était à la fois maire, président du SIEPARC, syndicat intercommunal à un moment donné, président du Conseil général, ministre, successivement ministre de l'Environnement et ministre de la Communication, député, il a été élu député, député européen, il a été élu à un moment donné député européen, et quelqu'un qui continue à nier, y compris les décisions qui ont prouvé qu'il avait utilisé son mandat
pour des intérêts personnels et contraires à l'intérêt général. Et aujourd'hui, il présente ses actions sur son site en faisant une petite erreur de date parce qu'il présente ces textos, la copie de l'écran, les réalisations des municipalités d'Alain Carignan, 1883-1995. Regardez sur le site, c'est 1883. Comme on ne va pas avoir le temps de présenter l'ensemble des éléments, il y a un tirage papier, ça serait bien de le diffuser. Clément, si tu veux t'en charger, faire circuler, qui présente les diapos. Alors, voilà sur son site du corrompu et de ses affidés, comment sont présentées les réalisations. Je passe, vous les aurez sur le papier, et donc il y a toutes ces réalisations. Alors, par rapport à ça, il convient tout de suite de corriger ces présentations. Si on prend l'exemple du point 4, qui est présenté ici comme étant une grande réalisation, à savoir la réalisation de la station d'épuration des eaux de l'agglomération grenobloise au Fontanil, la réalité, c'est que lorsque nous sommes arrivés en 1995 à la métro, à la communauté d'agglomération de l'époque, le contrat qui avait été passé sur cette station d'épuration était un contrat complètement irrégulier, avec des surprofits sans risque pour les groupes privés, la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux, et ayant été chargé en tant que vice-président en charge de l'assainissement de reprendre le contrôle de ce contrat, il a paru invraisemblable qu'aucun contrôle n'ait été effectué par les autorités à l'époque. Le préfet, chargé du contrôle de légalité, la Chambre régionale des comptes, mais y compris le procureur qui aurait dû se pencher sur ce dossier. Si on prend l'exemple du tramway qui est présenté comme une grande réalisation, alors qu'en réalité, la Chambre de commerce et l'ensemble des soutiens à M. Carignan, à l'époque, étaient opposés au tramway. Donc il a trouvé une très bonne astuce qui a été de faire un référendum auquel nous avons participé pour dire oui, on veut un tramway. Et à la suite de ce référendum, il a engagé la réalisation de la première ligne de tramway qui était en régie et avec des marchés publics, mais surtout d'une deuxième ligne qui a été faite sous une forme invraisemblable qui aurait dû donner lieu à des contrôles, y compris au plan pénal, à travers une concession avec deux sociétés, Saturg et Saturg 2000, qui étaient elles-mêmes les entreprises qui obtenaient les marchés de la réalisation du tramway. Et donc la deuxième ligne de tramway, très peu de monde le sait, a été en réalité réalisée sous forme de concession au privé. Et quand il y a eu le changement de majorité en 1995, au niveau du SMTC et de la commune et de la métro, il a fallu rectifier, récupérer cette situation invraisemblable qui était une concession clandestine permettant de détourner les règles des marchés publics. Même chose pour Europol, qui est présenté comme une grande réalisation, alors qu'il s'agissait d'une concession d'aménagement à une société d'économie mixte qui était en fait détenue en réalité par les promoteurs privés qui obtenaient les marchés de réalisation sur Europol. Donc si on prend chacun des points, il y a vraiment de quoi corriger l'ensemble des présentations des 50 réalisations, sachant que parmi ces 50 réalisations, il y en a qui sont logiques. En 12 ans de mandat, de 1983 à 1995, heureusement qu'il y a eu des réalisations par la ville de Grenoble. La rénovation de la halle Saint-Clair, oui,
la rénovation du muséum, oui. Donc il y a eu des réalisations. Mais l'essentiel des grosses opérations ont été réalisées pour la plupart par corruption, par illégalité. Donc que nous avons, on n'a pas le droit de dire illégalité, c'est les juges qui disent les illégalités. Et ces illégalités ont été jugées en particulier par le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'État. Pour révéler l'ensemble de ces éléments, nous avons été bien seuls à l'époque, puisqu'il y avait une forme de marchandage qui avait été réalisé, un grand arrangement d'agglomération qui a été révélé par le trésorier du Parti socialiste, Guy Nevache, lui-même mis en cause dans les dossiers. Et donc, nous avons été amenés à agir dans une grande opacité entretenue et complicité de l'ensemble des pouvoirs publics de l'époque. Merci. Du coup, merci déjà pour ce dessous des cartes de ces fameuses réalisations. On peut dire qu'à travers tous ces différents mandats d'Alain Carignon, toutes ces illégalités, entre guillemets, infractions, sont venues fragiliser, on l'a vu pour quelques exemples, ce qu'on peut appeler les biens communs de notre territoire. Si on peut dire ce que sont les biens communs, on peut citer très facilement le logement social, l'eau de Grenoble, tout ce qui est aussi service public de l'énergie. Est-ce que Raymond et puis Vincent, en complément, vous pouvez détailler un petit peu comment tout ce système est venu fragiliser tout ce que sont nos biens communs ? Oui, alors c'est une des spécificités que nous avons à Grenoble et nous en sommes fiers. Et quand on parle avec les collègues d'autres collectivités, on se rend compte qu'on a quand même fait un travail assez considérable, un travail collectif autour des services publics. Comme le disait Benjamin d'entrée, l'action pour les biens communs, elle suppose évidemment de faire en sorte que les affaires publiques soient publiques, que l'argent public soit contrôlé, c'est les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'argent public doit être contrôlé par le public, par nous-mêmes. Et ce qui s'est passé de 1983 à 1995 pèse lourdement encore aujourd'hui par le fait que l'ensemble des services publics, je ne crois pas qu'il y ait un service public qui ait échappé, ont été délégués au privé, souvent par infraction, mais la plupart du temps, et ça on l'a montré devant le juge, par illégalité. Alors, c'est le cas par exemple des services publics du gaz, de l'électricité et de l'éclairage public qui en 1986 ont donné lieu à la suppression de la régie municipale du gaz et de l'électricité pour le passer à une société privée du premier adjoint qu'il avait monté clandestinement à Paris et qui s'appelait GEG, qui était une société privée, 100% privée, avec comme actionnaire le Crédit du Nord, la banque Rhône-Alpes, la Fenachère. Et c'est cette société qui s'est transformée en société d'économie mixte en 1986. Donc une situation invraisemblable qui a été couverte par l'ensemble des autorités. Le premier adjoint monte une société privée et il obtient, et c'est lui qui présente la délégation, la concession à cette société privée du gaz et de l'électricité en transformant cette société privée en une société d'économie mixte qui est la société GEG. Mais pire, l'ensemble des opérations a été faites en détournant les règles des concessions
Et il nous a fallu combien de temps? Une éternité pour obtenir, après un recours en 1994, obtenir en 2010, ou peut-être avant 2009, l'annulation de la décision du maire de signer cette concession en 1986. 2009 pour l'annulation de 1986. Entre-temps, évidemment, cette concession illégale a été maintenue par la majorité en place en 2010 et fait l'objet toujours aujourd'hui d'une demande d'exécution. Donc le dossier est toujours en cours. On voit que 1986-2018, ça fait quand même long pour tenir. Et donc, c'est l'exemple de l'électricité. Vous avez dans le document, parce qu'on ne peut pas le passer, mais sur chacun des services publics, l'assainissement, le chauffage urbain, le logement, le logement social, ça s'appelait l'OPAL à l'époque, l'Office public aménagement logement espace, mais aussi l'affichage, le système d'ECO complètement illégal, dont nous avons obtenu l'annulation devant le juge administratif, jusqu'au système de communication qui était mis en place, le système du câble, la restauration scolaire, tous les services publics ont été passés illégalement à Grenoble. Donc, on ne va pas les détailler parce qu'il y a une soixantaine de décisions concernant tout ça. Et comme le corrompu mélange les réalisations qu'il a faites, qu'il présente comme ayant été faites en tant que maire et en tant que président du Conseil général, on ne peut pas non plus passer sous silence l'ensemble des décisions illégales du Conseil général, qui ont été nombreuses, et qui ont donné lieu au deuxième dossier de corruption, car il n'y a que deux corruptions qui ont été révélées par la justice, celle sur l'eau de Grenoble, donc 1989, une corruption qui était antérieure, qui était mise en place dès 1987, mais c'est délégation à la Lyonnaise des Eaux du service public de l'eau et de l'assainissement de Grenoble par corruption. Et puis le deuxième, c'est les marchés routiers du département, avec le vice-président du département, vice-président du président du Conseil général de l'époque, M. Cupillard, vice-président de M. Carignan, président du Conseil général. Les marchés routiers du département ont donné lieu aussi à une corruption pendant des années. Le vice-président chargé des marchés routiers étant en même temps le trésorier du RPR à l'époque, ce qui facilitait les choses. C'est les deux seuls dossiers qui ont donné lieu à des décisions de corruption. Malheureusement, bien d'autres dossiers de corruption n'ont jamais été traités par la justice. Il faut dire que les juges à Grenoble étaient décorés, un certain nombre d'entre eux, de la médaille de la ville de Grenoble par le maire. D'autres obtenaient des médailles de la Légion d'honneur ou du mérite. Le procureur était logé dans un appartement de la ville. Certains magistrats ont obtenu de pouvoir exposer leurs peintures, puisqu'ils étaient peintres, dans les locaux de la mairie.
Et on avait même un procureur à un moment donné qui était grand ami d'un des deux corrompus, grand ami de Cupillard. C'était son notaire, mais en même temps son ami. Et il a même essayé, ce procureur de la République, de le défendre alors qu'il était mis en cause dans les affaires de corruption. Donc ce grand silence des autorités a contribué à faire en sorte que ce que nous avons révélé à Grenoble, qui tenait à l'ensemble des services publics, mette beaucoup de temps à apparaître, alors que, comme le dit le corrompu, il a raison, pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas à Montpellier, à Marseille, à Paris? Et il a raison lorsqu'il dit ça. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, on en restait à l'incantation, c'est scandaleux, mais il n'y avait pas d'action de mener. Et c'est vrai que pour mener ces actions, il faut un certain temps, il faut une certaine ténacité. Passer de l'incantation aux actions, ça suppose, hélas, de tenir dans la durée et d'être soutenu, c'est-à-dire de travailler collectivement. J'émergeais en tant que porte-parole, mais c'était grâce aux collègues Geneviève Jonot qui était élu, Vincent qui était au sein de l'ADES et des mouvements, les autres copains qui étaient autour, qu'on pouvait agir dans la durée. Parfois bien seul, y compris par rapport à certains qui, au niveau national, voyaient d'un bon œil ce ministre de l'Environnement qui se présentait comme défendant la planète, etc., etc. Vincent, n'hésite pas à compléter. Alors, sur les services publics, les usagers ont payé très lourdement la corruption et ils continuent à la payer sur certains aspects, notamment dans l'eau, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec les impôts cachés. Carignan a mis quasiment en faillite la ville, on en parlera 2 minutes, et pour récupérer, pour s'en sortir, il a créé des impôts cachés dans les factures d'eau de façon assez énorme. AGEG, Raymond en parlait, l'éclairage public, les usagers l'ont payé alors que c'était à la commune de le payer. C'est terminé depuis peu. Dans les sociétés économiques mixtes, GEG, compagnie de chauffage, les directeurs étaient nommés par l'actionnaire privé, c'est-à-dire que le pouvoir sur le service était délégué au privé. C'est depuis la nouvelle majorité que les choses ont changé. Les directeurs sont maintenant nommés par l'actionnaire public, ce qui est tout à fait normal. Et les choses ont changé. Les tarifs du chauffage urbain ont été annulés. Juste pour la petite histoire, l'ADES ayant un local chauffé au chauffage urbain, elle a pu faire des recours contre les tarifs et ils ont été annulés. Tous les tarifs du chauffage urbain ont été annulés depuis 1983 jusqu'à 2008. Et puis, AGEG, donc je l'ai dit, l'éclairage public, l'assainissement pareil que l'eau, les impôts cachés ont été lourdement. Voilà. Juste, quand même, M. Carignan est un spécialiste de la réécriture de l'histoire. Il explique qu'il a été un bon gestionnaire, qu'il a fait, effectivement, la dette a augmenté fortement sous son mandat, on le verra sur un graphique, mais c'était pour la bonne cause, c'est-à-dire que c'était des investissements utiles pour la collectivité. Vous allez voir que ceci est complètement faux. Voilà la dette. En 82 était à 100 millions d'euros, elle se retrouve à 260 millions en 92, à peu près, oui. Elle a augmenté donc de 162 millions, 165 millions d'euros en quelques années. Et les investissements réels faits, en fait, il y a un surinvestissement par rapport à ce qui se passait avant et ce qui va se passer après, de à peu près 75 millions d'euros. C'est-à-dire qu'effectivement, la dette, si ces investissements avaient été payés uniquement par la dette, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, en général, il y a toujours un peu d'autofinancement, mais enfin, si il n'y avait plus d'autofinancement, il aurait fallu emprunter 75 millions d'euros de plus. Et en fait, on aurait 100 millions d'euros de moins dans la dette. Et malheureusement, alors qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est très simple. Alors on est sur 1983-1995, c'est-à-dire la période des 2 mandats Carignon. Ce que vient de dire Vincent, c'est qu'on paye encore aujourd'hui ce qui s'est passé à cette époque. Les tableaux, là, c'est 83-95. Tout à fait. Et donc, l'explication, c'est que là, vous avez en jaune ce qu'on appelle l'épargne brute, c'est-à-dire la différence entre vos recettes de fonctionnement et vos dépenses de fonctionnement. Comme dans un ménage, si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas investir. Ou si vous investissez, vous vous endettez. Et le fait que l'épargne brute ait diminué de façon brutale à cette époque-là, ce qui était d'ailleurs complètement illégal, Raymond a obtenu l'annulation d'un budget ou 2 budgets, d'ailleurs je ne sais plus, 3 budgets à l'époque. 90, 91, 93. D'ailleurs, et là, regardez cette situation invraisemblable. Là, on est avec une épargne brute négative, c'est-à-dire un budget qui est illégal. Donc le préfet aurait dû saisir la Chambre régionale des comptes. Le préfet, à l'époque, était très copain avec le maire. Comme le maire était ministre, le préfet représentait le ministre et était en même temps chargé du contrôle de légalité du maire. Donc vous voyez un peu les situations. Et donc 1990, le budget de la ville de Grenoble est complètement en déséquilibre. La ville est en faillite. Que fait le maire de l'époque? Il appelle à la rescousse un spécialiste bien connu, Jean-Yves Abérer, président du Crédit Lyonnais, qui vient à Grenoble faire une conférence de presse pour dire « tout va bien ». Le même qui sera condamné dans les affaires du Crédit Lyonnais ensuite. Donc on est dans une situation où l'absence de contrôle par les représentants de la République à Grenoble est une complicité par passivité invraisemblable. En bleu, je vous ai mis les amortissements que la ville devait payer. Et en fait, à cette époque-là, la loi n'imposait pas les amortissements comme une dépense obligatoire. Actuellement, c'est le cas. Et donc, théoriquement, si la loi avait existé à cette époque-là, eh bien, l'épargne brute aurait été au moins égale au bleu. Aurait dû. Et maintenant, en fait, il faut être nettement au-dessus des amortissements, parce que si vous êtes uniquement au niveau des amortissements, vous êtes à la limite de la légalité et vous n'arrivez pas à financer vos investissements. En fait, quand on regarde ce qu'on appelle l'épargne nette, c'est-à-dire l'épargne brute moins le remboursement du capital chaque année, si vous avez une épargne nette négative, à ce moment-là, ça veut dire que vous empruntez pour rembourser les emprunts. Et c'est la machine Carignon qui s'est mise en route, c'est-à-dire qu'au lieu, disons, de gérer correctement l'argent public, eh bien, il a acheté l'argent par les fenêtres en fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a absolument déglingué le fonctionnement, et ce qui a créé la dette. Et ce n'est pas du tout du bon investissement, etc., dont il parle. Ça, c'est complètement faux. Vous voyez, vous avez le système. Et alors, comment il a réussi à sauver? Vous avez vu, l'épargne brute est remontée. Eh bien, ce que je vous disais, alors non, ça, j'en parlais pas, c'est le CEPARG. Le CEPARG, à l'époque, donc le syndicat intercommunal, était financé par des subventions des communes. La ville de Grenoble versait à peu près 100 millions de francs à l'époque au CEPARG. Et Carignon, en 92, a supprimé ça et a fiscalisé le CEPARG. Donc sur la fosse d'impôts, les gens se sont retrouvés avec les impôts communaux qu'il n'a pas touchés et la ligne CEPARG en plus, ce qui a permis de diminuer les subventions de la ville au CEPARG. C'est la ligne bleue, mais les gens se sont mis à payer beaucoup plus d'impôts communaux. Il n'a pas baissé les impôts communaux alors qu'il a baissé les charges. Donc il a récupéré cette recette. Le deuxième, voilà, je vous parlais des impôts cachés dans les factures d'eau. En fait, historiquement, le budget annexe de l'eau, quand c'était en régie, versait un certain nombre 1 million de francs à l'époque au budget général pour compenser un certain nombre de recettes. Carignon, en 86, à partir de 89, la privatisation, s'est mis à récupérer des dizaines de millions de francs. C'est la courbe bleue au-dessus de la courbe jaune.
Et alors, je n'ai pas calculé combien ça a fait, mais c'était assez monumental. Ça, c'est les impôts cachés dans les factures d'eau des usagers, alors qu'ils ont payé. Et le troisième sauvetage, c'est ce qu'il a appelé la ville maigre, c'est-à-dire que devant le mur, disons, de la dette et de l'épargne brute négative, il s'est mis à arrêter les embauches, à même supprimer des emplois, etc., de façon assez brutale. Et il a théorisé ça en disant il faut une ville maigre, etc., etc. Voilà, donc voilà la dette en bleu actuelle, la dette qui aurait dû être celle s'il n'y avait pas eu ce système de corruption. Eh bien, je vous signale qu'actuellement, si on était au niveau de la courbe jaune en 2017, on serait exactement à la moyenne des dettes des autres grandes villes. La ville de Grenoble vit depuis donc la corruption avec une surdette qu'il faut payer, évidemment, qu'il faut rembourser, les intérêts, etc., qui pèsent sur la ville. Et évidemment, c'est très difficile de diminuer une dette comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait arrêter les investissements ou augmenter les impôts de façon colossale, ce qu'a refusé actuellement la nouvelle majorité, malgré la baisse des dotations de l'État. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, Vincent, que les contribuables locaux, donc grenoblois et métropolitains, continuent de payer cette mauvaise gestion des mandats Carignan? Oui, notamment sur le remboursement de la dette, à ce niveau-là, donc ils payent. Et puis, ce qu'on disait aussi sur les services publics, c'est-à-dire que et ça pèse sur l'ensemble. Voilà, donc malheureusement, il faut dire que cette personne qui veut revenir aux affaires, eh bien, il faut que maintenant tout le monde sache exactement ce qui s'est passé et combien ça a coûté. Lui, la corruption, ça a été un enrichissement personnel, ce qu'il n'a jamais admis. Mais il n'a pas remboursé ce qui s'est mis dans la poche. Et puis par ailleurs, sur chacun des services publics, comme on l'a vu sur l'eau, il y a eu une surfacturation des impôts cachés, mais aussi l'argent de la corruption, c'est-à-dire les surprofits réalisés. Quand on est arrivé en 1995, Didier Migaud, président de la métro, me dit « Raymond, il faut que tu prennes en charge l'assainissement ». Je dis « c'est pas parce qu'on s'est bagarré sur l'eau que je vais m'occuper en plus des égouts ». Il fallait assainir. Et donc, il dit « si, parce que c'est trop gros là ce qui s'est passé ». Et donc, je lui dis, et je dis aux collègues, ok, mais à condition qu'on ait les moyens d'effectuer le contrôle. Il y avait une personne en charge de l'assainissement à la métro en 1995 pour faire le contrôle de plusieurs centaines de millions d'euros de marché de concession d'Aquapol. Donc il a fallu évidemment se doter d'expertise et de personnes capables de faire des analyses juridiques, financières, comptables, et aussi techniques. Et donc, on a fait ça, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs centaines de millions sur la durée du contrat de surprofit, dont on a obtenu en partie le reversement, en partie seulement, car lorsqu'on laisse traîner de 1989 c'était même de 1985 à 1995, pendant 10 ans les choses, sans contrôle, la société qui était, enfin le prestataire qui était chargé du contrôle, c'était celui qui avait été le maître d'œuvre de l'opération. Donc vous voyez un peu le système de corruption de la décision publique. Et donc sur chacun des services publics, mais on peut les prendre, hein, le chauffage urbain, les déchets, l'agrandissement de l'usine d'incinération, c'est fait par des marchés illégaux. Il a fallu plusieurs années pour obtenir l'annulation des marchés de 1990 qui ont été passés pour l'agrandissement de l'usine d'incinération. Et en même temps, le titulaire du marché embauchait un adjoint
vice-président, enfin pas vice-président, conseiller général, qui était à la fois payé par une société, une filiale chargée du nucléaire, en l'occurrence, de cette société, et qui en même temps était membre du cabinet du conseil général, tout en étant élu conseiller général. Je ne sais pas si vous voyez, et adjoint au sport de la ville de Grenoble. Et tout ça sans que personne n'effectue le contrôle. Mais comme dirait le corrompu, pourquoi moi ? Pourquoi à Grenoble on est venu me chercher des poux dans la tête alors que c'était la même chose à Paris, à Levallois, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux? C'est vrai, c'est vrai. Mais vous voyez que cette atteinte à nos biens communs, qui sont les services publics, s'est faite pendant des années et des années dans une passivité des autorités de contrôle, mais aussi de chacun d'entre nous, parce que c'est trop compliqué de s'intéresser à ces affaires. Et alors, si on fait le résumé sur les pratiques illégales et les infractions du système généralisé de corruption de 1983 à 1996, vous voyez qu'ont été mises en cause. Alors, quand on dit que les délinquants ont droit à la réinsertion, ils ont y compris le droit à ce que l'on ne cite pas leur condamnation. Par contre, les faits restent. M. Carignan est un corrompu qui a détourné l'argent public pour des profits personnels, y compris des voyages d'agrément à bord d'un voilier qui s'appelait le Bohème 2 au large de la Corse, avec tout un tas de personnel de service à bord. Mais ça, il dirait, ça fait partie des financements politiques, confondant intérêt personnel et intérêt général. Donc, le maire de Grenoble a été mis en cause. Le président du conseil général, puis c'était lui. Et d'ailleurs, un président de conseil général qui lui a succédé a également été mis en cause en tant que maire de Vorep. 9 adjoints au maire de Grenoble ont été mis en cause. Je dis mis en cause parce qu'on ne peut pas citer les condamnations, les gens ont le droit de se réhabiliter. 8 conseillers généraux de l'Isère, membres de la majorité du dénommé C. Et d'ailleurs, d'autres candidats au cantonal qui ont été mis en cause également. 5 directeurs généraux et membres de cabinets d'organismes publics. 7 dirigeants d'organismes parapublics. Une dizaine d'intermédiaires. C'est pas possible. En réalité, il y en a bien plus, mais il n'y a que ceux-là qui ont été réellement mis en cause par la justice. Une vingtaine de dirigeants d'entreprises. Vous voyez que ça fait, quand on commence à faire la liste des premières lettres, ça en fait quand même un paquet. 7 maires proches et des adjoints aux maires. Donc, si ça, ce n'est pas un système de corruption généralisé, je ne sais pas où on est. Et en l'occurrence, ce système reste partiellement encore en place. C'est ce qui permet à certains de revenir. Car lorsqu'on a des intérêts croisés comme ça, bien évidemment, je te tiens, tu me tiens dans la durée. Tel imprimeur, qui d'ailleurs était une imprimerie qui, au bout d'un moment, est apparue comme faisant des faux billets. Cet imprimeur, il est toujours là. Et il a toujours des liens d'intérêt avec le corrompu de l'époque. Les dirigeants d'entreprise, même chose, même s'il y a des générations qui sont passées, il y a des liens.
les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers, les grands groupes. Ils ont changé de nom. Les élus corrompus ne peuvent pas changer de nom. Par contre, la Lyonnaise des Eaux, elle est devenue Engie, Suez. La Générale des Eaux, elle est devenue Veolia ou Dalkia. On prend des pseudos quand on est mis en cause, on prend des nouvelles dénominations. Et ces grands groupes sont toujours là et ont toujours des intérêts, en particulier dans les sociétés d'économie mixte ou dans les concessions qui sont en place. Donc c'est vrai que ce système se perpétue avec toutes ces illégalités. Et pour vous donner un petit schéma de ce système de corruption, lorsqu'on regarde la ville qui est ici et ses satellites, le département, la région, la communauté d'agglo devenue métro, et qu'on regarde ce qui est délégation de services publics, marché pluriannuel, convention d'occupation de domaine public, lorsqu'on regarde le groupe ville, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur de la ville, dans les satellites. C'est valable partout ailleurs. Et lorsqu'on regarde la légalité administrative, c'est-à-dire toutes les illégalités qu'on a révélées, sur lesquelles il a fallu parfois 10 ans pour l'eau de Grenoble, recours engagé en 1989, jugement définitif du Conseil d'État 1997. 8 ans pour obtenir un jugement. Quand on regarde la légalité financière, c'est-à-dire la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, soit mise en cause, soit jugement. Jugement imposant au président du Conseil général, en l'occurrence, de reverser l'argent qu'il a détourné du Conseil général pour l'échangeur d'Alpexpo. L'échangeur d'Alpexpo a donné lieu à des pots de vin. Et donc, il a fallu que le président du Conseil général et son directeur de cabinet, aujourd'hui préfet et directeur des services du département de l'Oise, décoré de la Légion d'honneur après même ses condamnations, ils ont été obligés de reverser. La légalité financière, c'est la Chambre régionale des comptes, puis la Cour des comptes qui ont imposé ces reversements d'argent. Et puis la légalité pénale, c'est les jugements qui sont intervenus. Et donc vous voyez que quand on met des points noirs ou des tirets noirs sur l'ensemble du secteur, ben ça commence à devenir un système vraiment très corruptif, dans lequel il y a 2 corruptions seulement, comme je l'indiquais, celle sur les marchés routiers du département, et puis celle sur l'eau de Grenoble. Mais en réalité, vous voyez que ce n'est pas de la corruption au sens pénal. La définition de la corruption dans le code pénal est très limitative. Mais c'est de la corruption au sens habituel. Quand on dit qu'un système est corrompu, il est atteint dans son essence même, de service public. Et donc toutes les formes, prise illégale d'intérêt, faux en écriture publique, favoritisme, tous ces délits ont été commis, ça fait partie de ce système de corruption. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Donc, on voit bien qu'un seul homme, avec la corruption, a engendré tout un système tentaculaire de corruption. Et c'est, je crois, Raymond, pour cela que tu as écrit ce livre, Le système Carignon. Tu voulais rajouter quelque chose ? Un seul homme, non. On a fait cette erreur, mais à l'époque, on était obligé, avec Philippe Descamps, qui est aujourd'hui
rédacteur en chef du Monde diplomatique, quand on a écrit ce bouquin, on l'a titré « Le système Carignan ». C'est une erreur, on aurait dû le titrer « Un système de corruption ». Mais bon, l'actualité, c'était ça. Hein. Pendant qu'on travaillait le bouquin, les événements arrivaient les uns après les autres. Hein. On l'a commencé, rien n'était révélé. Le silence de la presse, lorsqu'on tient une conférence de presse en avril 1993 pour dire « La Lyonnaise des Eaux a renfloué la campagne électorale de 1989 », il n'y a pas un journaliste à Grenoble. C'est d'ailleurs toujours le cas. Hein. Il y a très peu de journalistes à Grenoble. Le système de corruption que l'on révèle, c'est un système qui a fonctionné ailleurs, hélas. Et quand les collègues de Bordeaux m'ont appelé pour venir faire un meeting sur l'eau à Bordeaux en 1990, il y avait 1000 personnes dans l'amphi, et le système de délégation de l'eau de Bordeaux était aussi illégal que celui de Grenoble. Mais il leur a fallu des années, et encore aujourd'hui, ils se bagarrent sur ce dossier de l'eau. Lorsque les collègues de Marseille nous ont contactés pour faire des trucs sur l'eau, mais pas seulement l'eau, sur l'immobilier, sur les déchets, sur tout un tas de dossiers, la restauration, même chose. Donc, on aurait mieux fait de l'appeler un système de corruption. Ceci étant, il est toujours valable, et au moment où on le rédigeait, les affaires sont tombées, donc en fait, il porte sur la genèse d'un système de corruption. C'est-à-dire comment se crée la confusion entre intérêt public et intérêt privé, comment se construit en particulier la ville maigre, aujourd'hui théorisée au niveau de l'État par certains leaders comme étant l'État maigre, comment se construit une logique d'accaparement par le privé de l'ensemble de nos biens communs. Merci. Alors je crois qu'on a quand même au moins quelques journalistes présents ici un dimanche matin, donc je pense que c'est déjà pas mal. Je crois, Raymond, qu'on a une breaking news. Il me semble qu'on a une annonce à faire. Voilà. Donc on a aujourd'hui la mise en ligne en accès libre du livre de Raymond et de Philippe Descamps, donc le système Carignan, que vous pouvez retrouver. Merci. Que vous pouvez retrouver donc du coup sur lesystemcarignan.fr, et en dessous vous avez le compte Twitter qui part tout de suite là maintenant en direct.